Mouchoir. C'est une façon quand même de dire au revoir. C'est un A4 recto verso écrit petit. Comment? C'est un A4 recto verso écrit petit. Regarde, ça prouve quand même qu'il n'y a pas mis des gros caractères. Attends, ça fait à la machine à écrire, non? Bon, il est facile. Donc ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que c'est quand même un grand privilège d'avoir pu travailler comme chercheur au CNRS. Bien sûr, le CNRS n'est pas indispensable à la recherche scientifique. Elle existait avant, et si le CNRS disparaît, elle continuera après lui. Ça, c'est sûr. La science a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, au même titre d'ailleurs que la peinture ou que la musique, et elle était déjà bien vivante dans l'Antiquité. Mais pendant longtemps, la recherche scientifique a surtout été réservée à une minorité qui avait les moyens d'y consacrer du temps et de l'argent. Sous l'Ancien Régime, c'était souvent des nobles ou de riches bourgeois cultivés, comme par exemple Pascal au XVIIe siècle ou Buffon et Lavoisier au XVIIIe. En France, il y a eu une certaine démocratisation à la fin du XIXe siècle, mais le CNRS, tel qu'il a été conçu après la Libération, a permis à ceux qui en avaient le goût et les capacités de se consacrer à plein temps à de la recherche fondamentale dans tous les domaines de la connaissance. Et j'ai eu donc ce privilège de faire de la recherche en zoologie pendant quelques dizaines d'années, dont plus de 20 ans au CEF, moyennant un salaire pas mirobolant, ça certes, mais correct. Quand j'étais étudiant, je ne pensais pas m'intéresser aux mille pattes et aux cloportes. À la fin de ma maîtrise, j'avais des diplômes en zoologie, en biologie animale et en génétique. J'avais deux possibilités de DEA, l'équivalent pour les jeunes du M2 à l'époque, en génétique à Orsay ou en écologie à Tours. J'ai choisi l'écologie un peu à pile ou face, et j'avais l'intention de faire un stage sur l'écologie des oiseaux. C'est pourquoi, en toute logique, on m'a proposé un stage sur les effets de l'enracinement sur les mille-pattes forestiers. Le nom du responsable. Je n'y connaissais rien. Mon encadrant non plus d'ailleurs. Et j'ai appris sur le terrain. Alors, je me souviens très bien de ma perplexité la première fois où j'ai rencontré un gloméris en forêt d'Orléans. J'ai trouvé une petite boule noire et blanche dans la litière. J'ai appuyé dessus et du jus est sorti. J'ai pensé que c'était un fruit et je me suis demandé de quelle plante il pouvait venir. Ce n'est que quand il s'est déroulé et qu'il a commencé à marcher que j'ai su que c'était un animal et que c'était comme ça un gloméris. Mais quel que soit le sujet, quand on se plonge dans la littérature et qu'on mesure tout ce qui reste à découvrir sur le fonctionnement de la nature, ça devient vite passionnant. Et finalement, j'ai toujours travaillé sur l'écologie des invertébrés du sol. Mes recherches ont-elles servi à quelque chose? C'est une question qu'on m'a souvent posée et qu'on me pose encore souvent dans mon entourage. J'avoue qu'en termes d'application, elles n'ont pas servi à grand-chose. Mais ce n'est pas cela le moteur de la recherche. Des pans entiers de la zoologie, mais aussi de l'astrophysique, des mathématiques, de l'histoire, n'ont pas vraiment d'application. Mes travaux n'ont servi qu'à une chose, participer à l'accumulation des connaissances dans mon domaine. Et pour moi, c'est suffisant, car c'est pour ça que nous sommes recrutés. D'ailleurs, je vois avec plaisir que ça n'a pas été inutile, puisqu'ici même, au CEF, de nouveaux chercheurs revisitent des questions sur lesquelles j'ai travaillé, avec les mêmes espèces animales que celles que j'ai utilisées. Il y a des jeunes,
tout est relatif, comme Johan et Sylvain, et même des très jeunes, comme François Xavier, la vedette du FemLab International 2015, avec ses boulettes fécales de gloméris. Alors, ce qu'il n'a pas dit, et que je révèle ici, c'est qu'il a fait ses expériences en obligeant des gloméris à consommer des litières totalement immangeables. Heureusement pour les mille pattes, il part bientôt en postdoc. Alors plus sérieusement, j'ai été très heureux de partager mon expérience avec eux ces dernières années et je n'ai qu'un regret, c'est que cela n'ait pas commencé plus tôt. Alors, que vais-je faire maintenant que je suis retraité? Eh bien d'abord, comme disait Woody Allen en faisant son jogging dans Central Park, je vais essayer de lutter contre l'irrémédiable décrépitude du corps. Mais après un peu de sport, je n'ai pas l'intention de faire des sudoku et des mots croisés toute la journée. J'espère pouvoir continuer à travailler chez moi, encore quelques années, et garder le contact le plus longtemps possible avec les mille pattes et les cloportes, et aussi avec la communauté scientifique qui les étudie. Le problème, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, qui disent « maintenant que je suis à la retraite, j'ai tout mon temps », quand on est à la retraite, par définition, on n'a plus beaucoup de temps devant soi. Nous verrons bien. Et en attendant, je vous invite donc à boire un verre. Et allez, je vais la faire. À boire un verre à une santé qui m'est très chère, la mienne.